Très souvent, quand je vais discuter avec des personnes qui souhaitent répondre à des appels d'offres, notamment des petits artisans, notamment des petites entreprises, des freelances, je vais avoir comme réponse, ouais mais moi, j'ai pas les capacités finalement pour répondre aujourd'hui à des marchés publics parce que j'ai pas assez de chiffre d'affaires, j'ai pas assez d'effectifs, j'ai pas forcément beaucoup de références et donc je ne peux pas y répondre. Ça, c'est quelque chose qui est partiellement vrai. Parce que même si seul vous ne pouvez pas répondre à des marchés publics parce que vous estimez que vous n'avez pas assez de capacité, assez de chiffre d'affaires ou d'effectifs par exemple, en fait sachez qu'il existe un processus dans les marchés publics qui s'appelle la cotraitance. C'est aussi ce qu'on appelle le groupement momentané d'entreprises, le GME, et c'est relativement simple à mettre en place puisque ça vous permet en fait de répondre à plusieurs au marché public. Et tout l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer finalement ce qu'est une cotraitance et comment très simplement on peut se positionner ou tout du moins commencer à réfléchir à répondre à plusieurs au marché public. Moi je suis Sébastien, je suis gérant de l'entreprise Odessia depuis maintenant plus de 10 ans. On accompagne les entreprises à répondre à des marchés publics et on a monté plusieurs groupements, d'ailleurs certains très gros groupements qui ont remporté des marchés pour des ministères. Et tout l'enjeu, ça va être de manière très pédagogique, vous expliquer en fait finalement comment ça fonctionne. C'est parti. Le GME, ça peut être un acronyme qui n'est pas forcément très simple à comprendre dans un premier temps et finalement quand on creuse un petit peu vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de compliqué. Déjà, la première chose à savoir c'est que GME ça veut dire groupement momentané d'entreprise, c'est égal à un terme que vous avez peut-être déjà entendu qui est la cotraitance. Donc plusieurs choses à savoir. Cotraitance et groupement momentané d'entreprise, ce sont des synonymes, ça veut dire exactement la même chose. Maintenant, il y a plusieurs termes qui sont importants à comprendre. Vous voyez que dans GME, il y a momentané. Pourquoi il y a momentané? Tout simplement parce que le groupement est créé uniquement pour un et un seul marché public spécifique auquel vous répondez. C'est tout. Donc dites-vous bien que quand vous montez un groupement, c'est pas une fusion, c'est pas une société commune, c'est pas ce qu'on appelle un joint venture, c'est chaque entreprise garde son identité juridique, ses salariés, sa comptabilité, etc., etc. Donc ce que ça veut dire, et la conséquence ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de personnalité morale qui est créée lorsque vous mettez en place un groupement momentané d'entreprise. Et sachez aussi que lorsque vous créez un GME, vous pouvez avoir 2 entreprises, 4 entreprises, 10 entreprises, 20 entreprises, bref, autant que vous voulez. Tout ça n'est pas un problème du tout. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, et une question qu'on me pose très souvent, c'est finalement pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on va créer un GME ? Pourquoi est-ce qu'on va faire de la cotraitance ? La réponse, elle est très simple, c'est pour mutualiser et additionner. C'est les 2 termes qui sont vraiment le plus important. Quand vous répondez à un appel d'offres, très souvent, l'acheteur, il va vous demander d'avoir ce qu'on appelle un certain nombre de capacités. Ces capacités, c'est quoi? C'est ce que je vous disais en introduction, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être les effectifs, ça peut être les qualifications, les références, etc., etc. Et vous, tout seul, vous pouvez très bien vous dire, moi, en fait, tout ça, que ce soit le chiffre d'affaires, les effectifs, etc., en fait, j'ai pas assez, quoi. Je peux pas y aller tout seul. Je m'interroge sur comment y aller. C'est un marché qui m'intéresse. Je sais que je peux répondre à ses besoins. Mais par exemple, imaginez, vous avez un appel d'offres, qui est un appel d'offres de textile pour la réalisation de polos pour l'armée. C'est un appel d'offres d'ailleurs auquel je réponds en ce moment. Et l'armée, elle vous demande un minimum de chiffre d'affaires. Imaginons que ce chiffre d'affaires minimum par an, ça soit 1 200 000 euros. Là, vous êtes tout seul, vous êtes fabricant de polos, vous êtes en France, vous savez que tout ce que demande l'armée, vous pouvez le faire. Vous serez peut-être un petit peu short sur la capacité de production parce que, mine de rien, si on vous demande un chiffre d'affaires minimum qui est d'1 200 000 euros, c'est qu'il faut envoyer quand même en termes de prod. Sauf que vous, ce chiffre d'affaires-là, vous ne le faites pas tout seul. C'est pas grave. Si vous faites un groupement momentané d'entreprise, admettons par exemple que vous faites 400K de chiffre d'affaires, il y a un cotraitant avec qui vous avez l'habitude de travailler qui fait aussi 400K de chiffre d'affaires, et puis ce cotraitant il connaît quelqu'un, ça c'est l'entreprise A, c'est vous, ça c'est l'entreprise B, il connaît un partenaire qui fait aussi 400K de chiffre d'affaires. Eh bien dites-vous bien que tout ça s'additionne pour faire finalement
un chiffre d'affaires global d'1 200 000 €. Et là, vous ne pouvez plus dire moi je peux pas répondre à ce marché parce que je fais pas assez de chiffre d'affaires. Finalement, vous pouvez y répondre parce qu'en faisant un groupement momentané d'entreprises, eh bien vous arrivez à faire 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un autre point qui est extrêmement important et on me pose souvent la question, c'est ok, je veux mettre en place ce qu'on appelle un groupement momentané d'entreprises, mais comment je fais ? Je ne sais pas comment faire un groupement momentané d'entreprise. Eh bien, dites-vous bien que pour faire un groupement momentané d'entreprise, c'est du déclaratif. C'est hyper important à comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous répondez à l'appel d'offres, souvenez-vous, si vous avez déjà répondu à des appels d'offres, vous avez des formulaires à compléter, notamment un formulaire DC1 et un formulaire DC2. Et dans ces documents, vous allez avoir des petites choses à ajouter, comme par exemple une case, même des cases à cocher entre je réponds seul ou je réponds en groupement à un appel d'offres. Au lieu de répondre seul comme vous le faites habituellement, vous répondez je réponds en groupement momentané d'entreprise. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour savoir comment compléter un DC1 et un DC2, vous avez dans notre liste de vidéos des tutoriels pour compléter pas à pas un DC1 et pour compléter pas à pas un DC2. Et donc vous cochez la case je réponds à plusieurs et ensuite c'est très simple, vous allez avoir dans le formulaire ce qu'on appelle un tableau de groupement et vous allez devoir mettre dans ce formulaire très simplement les différentes entreprises qui vont répondre avec vous à ce marché. Donc là, si on reprend notre exemple de tissu, vous allez avoir l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C. Et vous allez, pour chacune de ces entreprises, devoir faire un DC2. Un DC2 pour l'entreprise A, un DC2 pour l'entreprise B, un DC2 pour l'entreprise C, alors que vous n'allez faire qu'un seul et unique DC1 pour l'ensemble des membres du groupement. Ça, c'est hyper important à comprendre. Un seul DC1, il peut y avoir 100 membres de groupement, enfin 100 entreprises différentes dans le groupement, il n'y aura toujours qu'un seul DC1. Par contre, il y aura un DC2 par membre du groupement. Et ce qui est important à comprendre, c'est quand vous faites un DC2. L'objectif d'un DC2, c'est de déclarer les différents membres qui vont constituer le groupement. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi de prouver de leur capacité. Donc si vous devez prouver les capacités de chacun des membres du groupement, eh bien vous allez devoir communiquer à chaque fois autant d'informations qu'il n'y a de membres de groupement. Par exemple, si vous avez 3 entreprises comme dans notre exemple, vous allez devoir déclarer 3 chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires de l'entreprise A, le chiffre d'affaires de l'entreprise B, le chiffre d'affaires de l'entreprise C. Pareil, vous allez devoir déclarer autant d'effectifs qu'il y a dans ces 3 entreprises, autant de références qu'il y a dans ces 3 entreprises. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, si vous répondez avec l'entreprise A, B et C à ce fameux marché public de Polo, eh bien il va y avoir 3 dossiers de candidature. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête parce que si vous ne prouvez pas les capacités d'un des membres du groupement, vous pouvez carrément être éliminé par l'acheteur public. Donc n'oubliez pas, il faut autant de dossiers de candidature qu'il y aura de membres de groupement dans le cadre de l'appel d'offres que vous avez sélectionné. Ensuite, et je développerai ça dans une autre vidéo, là je ne vais pas être exhaustif, mais je vais vous l'expliquer quand même de manière relativement simple. Quand vous décidez de créer un GME, il y a 2 types de GME, 2 types de groupements qui existent. Vous avez ce qu'on appelle le groupement conjoint, et vous avez ensuite ce qu'on appelle le groupement solidaire. Il y a des différences qui sont extrêmement importantes et qu'il faut absolument que vous compreniez. Le groupement conjoint, chaque co-traitant s'engage à exécuter sa partie de prestation. Et sa partie seulement, il y a une responsabilité ici, ça comprenez-le, qui est limitée par rapport aux prestations du membre du groupement. Si je reprends mon exemple pour la fabrication par exemple des polos, admettons qu'il y a un co-traitant qui s'engage à faire 40 000 lots sur les 100 000 lots qui sont à produire, eh bien ce co-traitant ne sera responsable que de ces 40 000 lots à lui et pas des autres. Par contre, si vous êtes sur du groupement solidaire, dites-vous bien que
tous les co-traitants sont engagés sur l'intégralité du marché. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Vous êtes ici engagé sur l'intégralité du marché. Ensuite, il faut comprendre aussi que ce n'est pas une responsabilité limitée, puisque vous êtes responsable de l'intégralité des prestations réalisées par l'entreprise A, B et C. Qui que ce soit qui réalise une prestation, c'est l'intégralité des membres du groupement qui sont responsables de ces prestations. Alors que là, si l'entreprise A exécute un certain nombre de prestations, elle n'est responsable que de ce qu'elle réalise. Pareil pour l'entreprise B, pareil pour l'entreprise C. Maintenant, il y a une notion qui est importante à comprendre, qui est la notion de mandataire. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Le mandataire, c'est quoi ? On va reprendre cet exemple d'entreprise A, B et C. Ça va vraiment être notre fil conducteur. Parmi ces membres, il y en a un, ici, là, qui va être désigné en tant que mandataire. Admettons que ça soit l'entreprise A. L'entreprise A, elle est mandataire du groupement. Et d'ailleurs, ça vous est demandé d'être coché dans le DC1 et notamment d'être explicité en fin de DC1. Il faut savoir que le mandataire, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le chef d'orchestre. C'est un membre du groupement qui est désigné par les autres pour représenter l'ensemble du groupement. Entre guillemets, ça va être ce qu'on appelle l'interlocuteur unique de l'acheteur. D'accord ? C'est l'interlocuteur unique de l'acheteur et toutes les communications, normalement, elles doivent passer par lui. C'est lui qui reçoit les notifications officielles, c'est lui qui peut envoyer les factures, c'est lui qui va aux réunions, etc., etc. Donc ça, c'est important de choisir un bon mandataire, à la fois qui a une expertise sur de la réponse à appel d'offres, donc qui a une certaine solidité administrative, parce qu'il y aura beaucoup d'administratives quand vous êtes mandataire. Ne l'oubliez jamais, c'est un point extrêmement important. Il faut quand même qu'il ait une pertinence vis-à-vis du cœur du marché, il faut quand même qu'il s'y connaisse, parce qu'il peut aussi avoir des questions techniques de la part de l'acheteur. D'accord ? Donc choisissez bien votre mandataire, mais je ferai aussi une vidéo sur le mandataire pour que ce soit clair de votre côté. Ensuite, j'ai parfois d'autres questions qui me reviennent concernant la co-traitance. Il y a très souvent des gens qui me disent, mais en fait, c'est quoi la grande différence entre la co-traitance et, roulement de tambour, la sous-traitance ? Ici, ça va être relativement simple. Déjà, la co-traitance, vous le faites obligatoirement avant l'attribution. D'accord ? Donc c'est toujours avant. Vous ne pouvez pas répondre seul à un appel d'offres et en cours de marché dire « Ah bah non, je veux être co-traitant ». Ça ne fonctionne pas. La sous-traitance, vous avez plusieurs possibilités. Et je ferai une vidéo dédiée à la sous-traitance. Vous pouvez la déclarer avant et vous pouvez la déclarer pendant le marché. Ça, c'est important. Ensuite, la sous-traitance, elle se fait ce qu'on appelle par DC4. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour déclarer un sous-traitant, on a une vidéo tuto sur comment compléter un DC4. Ici, vous avez vu, finalement, la co-traitance, ça se fait comme si vous répondiez seul à un appel d'offres, sauf qu'en fait, vous êtes obligé de multiplier les documents. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a un point juridique qui est important quand même à comprendre et que je fais assez régulièrement dans mes formations, c'est quand vous êtes co-traitant, vous avez l'acheteur public qui est ici, vous avez ici ce qu'on appelle le lien contractuel et vous avez ici les co-traitants. D'accord ? Donc vous voyez que vous êtes relié directement à l'acheteur public, sachant que tout ça ici, c'est l'appel d'offres. Vous êtes directement relié finalement à l'acheteur public d'un point de vue contractuel. Ce qui n'est pas du tout le cas quand vous êtes sous-traitant. Quand vous êtes sous-traitant, vous avez l'acheteur public qui est ici. On a toujours pareil ce lien contractuel. On a toujours pareil ici le marché public. Et ici, vous avez le titulaire du marché. Vous n'avez pas le sous-traitant. Le sous-traitant, lui, il va être où ? Eh bien, très simplement, le sous-traitant, il va être juste en dessous du titulaire. Il va être là, le sous-traitant. Mais vous voyez que du coup, il n'a pas de relation contractuelle vis-à-vis de l'acheteur public. C'est quand même important à connaître parce que ça veut dire que dans le cadre d'une sous-traitance, le responsable, entre guillemets, c'est toujours le titulaire. S'il y a un problème sur le marché, même si les travaux ont été exécutés par le sous-traitant, c'est le titulaire qui est responsable et uniquement le titulaire vis-à-vis de l'acheteur public. Alors que ici, dans le format co-traitance, c'est l'ensemble des co-traitances avec, bien sûr, en ligne de front, le mandataire, comme je vous expliquais, au préalable. Ça, c'est important à maîtriser quand vous souhaitez bien comprendre un peu mieux la différence qu'il peut y avoir entre un co-traitant et un sous-traitant. On a vu quand même pas mal de petites choses sur la co-traitance.
il en reste 2 à voir ensemble qui vont, à mon avis, bien compléter cette vidéo et qui vous permettront d'avoir surtout une vue exhaustive. Ça va un petit peu avec le lien contractuel. Vous voyez ici, quand je vous parlais de lien contractuel, vous êtes d'accord que vous avez ici un lien contractuel directement entre l'acheteur et les co-traitants. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas de lien contractuel. On n'en a pas parlé, en tout cas. Pourtant, il est super important de faire en sorte que la situation juridique entre tous ces co-traitants, l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C, soit réglée. Parce qu'elle n'est pas réglée. Entre l'acheteur public qui serait là et les co-traitants, en fait, c'est le code de la commande publique et les différents éléments qui sont au dossier de consultation des entreprises qui règlent le cadre juridique. Mais entre vous, il n'y a strictement rien qui le règle. C'est-à-dire que s'il y a un problème entre vous, c'est le flou artistique. C'est pour ça qu'il faut toujours faire ce qu'on appelle une convention de groupement. La convention de groupement, ça va permettre de poser finalement le qui fait quoi à l'intérieur de votre groupement, qui est responsable de quoi. C'est très important parce que si vous avez un gros marché, et croyez-moi d'expérience, je l'ai déjà vu, vous répondez à un appel d'offres en groupement, un appel d'offres qui est très important pour vous, qui représente un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, et vous avez cet appel d'offres, je peux vous dire que l'appât du gain, entre guillemets, ça peut créer des distorsions au sein du groupement. Alors que la convention de groupement, justement, peut régler ces distorsions. Si vous avez des accords, ça peut vraiment être utile. Si par contre vous n'avez rien, attention, ça peut être dramatique. Je l'ai déjà vu avec des groupements qu'on a créés chez Odessia. Donc faites très attention à ça. Et ça, je vous conseille vraiment, vraiment de vous rapprocher d'un avocat pour créer une convention de groupement si vous répondez et surtout si vous avez un appel d'offres qui est extrêmement important. Ça, c'est pour la convention. Ensuite, il y a un dernier point que je vous invite à écouter avant de terminer cette vidéo, c'est les pièges à éviter lorsque l'on répond en co-traitance ou en groupement à un appel d'offres. Il y a plusieurs choses importantes et je l'ai déjà vu. Je vais reprendre mes petites entreprises A, B, C qui sont dans un groupement et qui répondent à un marché public. Et cette entreprise B, là, elle est un petit peu filoute parce qu'elle se dit, moi, je vais maximiser mes chances d'avoir cet appel d'offres. Et finalement, je vais me mettre dans un autre groupement, le groupement DEB. Je vais, en fin de compte, avec d'autres entreprises, répondre exactement au même appel d'offres en me disant, finalement, plus je vais répondre à un appel d'offres, là je suis en x2, et plus je vais maximiser mes chances d'avoir cet appel d'offres. Vous êtes d'accord, c'est mathématique. Sauf que c'est interdit. Très souvent, dans le CCAP, donc le cahier des clauses administratifs, ou le règlement de la consultation, vous avez interdiction formelle de vous positionner sur plusieurs groupements. C'est interdit, c'est un rejet automatique. Ensuite, ce qui est important dans un groupement, les pièges à éviter, ce que je vous disais tout à l'heure, n'oubliez jamais la convention de groupement. Ne faites pas le mauvais choix du mandataire. Si c'est une personne qui n'y connaît rien au niveau des marchés publics, qui n'y connaît rien au niveau administratif, franchement, laissez tomber, c'est même pas la peine. Voilà. J'espère que le GME et la co-traitance, c'est plus clair de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller sur notre site odessia.fr et à nous contacter directement à travers notre site. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci à vous, excellente journée.